Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Dubroc, qui est médecin psychiatre qui travaille au CHUM, au programme en fait, à l'unité de psychiatrie des toxicomanies, qui est chef également de service. Dr. Dubroc a étudié à l'Université de Montréal, fait sa résidence à l'Université de Montréal et une année à l'Université Laval. Il participe aussi à plusieurs projets de recherche au CHU. Il va donc nous présenter sur les troubles concomitants et la gestion des impasses qui nous arrivent particulièrement souvent. En tout cas, moi, j'ai quelques questions en lien avec des cas cliniques que j'ai eu récemment. Donc, je vous cède la parole, puis merci beaucoup. Bon, merci François. Donc, Simon Duroc, je suis bien content d'être avec vous pour parler justement des troubles concomitants puis de la gestion des impasses. J'ai pas de conflit d'intérêt là, pour cette présentation. Au niveau des objectifs, donc, Dr. Trottier m'avait demandé de couvrir en 30 minutes tout ce qui est troubles d'usage, leur effet à long terme, c'est quoi leur traitement et comment est-ce qu'on gère les impasses en troubles concomitants. Donc, tâche assez facile à faire. Donc, j'ai essayé de ressortir justement des grandes lignes pour vous aider, surtout au niveau de la réflexion, de comment aborder les gens qui ont un trouble d'usage, puis comment aborder les pistes de solutions lorsqu'on fait face à des impasses. Pourquoi on parle de troubles d'usage puis qu'on risque de continuer à en entendre parler? Je vous ai mis les grandes tendances là, au Canada puis au Québec. Donc, à moins que vous ayez vécu sur une autre planète, vous devez savoir qu'il y a une crise des opioïdes depuis quelques années et ça va en augmentant. Donc, au Québec, là, on était rendu à 535 décès là, entre avril 2022 puis mars 2023 au niveau des surdoses d'opioïdes, mais aussi des autres drogues, là, donc ça inclut les stimulants. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on était à 319 et moins là, avant 2020, donc ça continue à augmenter. Si on fait une petite comparaison avec le suicide, l'INSPQ, au niveau du suicide au Québec, on est autour de 1000, là, ce qui est environ 3 par jour, ce qui fait que tranquillement, là, les décès par surdose rattrapent un peu le suicide et c'est ce qu'on voit au Canada. Donc, au Canada, si on prend l'ensemble des chiffres, il y a plus de décès par surdose que par décès par suicide là, par année, avec le plus grand taux qui est en Colombie-Britannique où sont en haut de 20 sur 100 000 habitants là, pour les décès par surdose. Puis l'autre aspect en parallèle qui s'en vient, qu'on a un peu moins de données parce que c'est un peu plus récent, c'est l'augmentation de la méthamphétamine par rapport à la cocaïne ou au crack. Puis je pense qu'au niveau psychiatrique, ça a quand même particulièrement d'impact, notamment avec tout ce qui est psychose induite. Vous avez mis des cas cliniques volontairement larges pour que vous essayiez de penser à certains de vos cas à vous. Donc, le premier cas clinique serait un homme dans la trentaine qui consomme de l'alcool et des méthamphétamines, qui a fait plusieurs séjours en prison pour des vols, puis qui a un trouble schizoaffectif, puis on n'est pas trop sûr est-ce qu'il y a une composante induite. Vous pouvez le mettre ou non sous TAC selon comment votre pratique. Le cas numéro 2, qui est un autre profil aussi qu'on voit, donc une dame de 26 ans qui est sans domicile fixe, qui consomme des stimulants, des opioïdes, qui fait la porte tournante à l'urgence pour des situations de crise, des fois des symptômes psychotiques. Elle a eu quelques hospitalisations, mais elle collabore très peu et puis soit elle fugue, soit elle reçoit son congé pour des troubles de comportement. Puis au dossier, on note des diagnostics de troubles de personnalité limite et puis de psychose induite. Première chose, quand on a des gens qui souffrent de troubles d'usage, c'est peut-être de revoir un peu notre conception du trouble d'usage. On a tendance, comme psychiatre, à traiter les troubles d'usage comme des troubles aigus. Donc, on se dit, on va régler la toxicomanie, on va voir ce qui reste après, ce qui n'est pas vraiment en lien avec l'évolution des troubles d'usage. Donc, quand on regarde les données qui parlent de l'évolution des troubles d'usage sévères, les taux de rémission, c'est environ 50% des cas avec un taux de rémission annuel qui tourne autour de 5 à 10 de chances d'atteindre la rémission à chaque année. Puis la moyenne des gens pour atteindre la rémission, c'est une moyenne de 17 ans. Donc, quand on dit aux gens, on va attendre que vous ne consommiez plus, une personne sur deux, on va attendre pour toujours, et puis en moyenne, on va attendre 17 ans. Donc, juste de garder ça en tête quand même là, quand vous avez des patients avec des troubles d'usage sévères devant vous. Le trouble d'usage, donc ça date de 2000, donc ça fait déjà presque 25 ans. Donc, c'est pas une conception extrêmement neuve de le voir comme un trouble chronique ou un trouble, pour prendre plus le vocabulaire psychiatrique, persistant.
Il y a des parallèles qui ont été faits depuis longtemps avec d'autres pathologies, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension. Puis, je vous ai mis l'analogie là, qui était dans le JAMA parce que je la trouve quand même, ça fait sourire. Donc, l'auteur écrivait, ben, si on faisait la même chose qu'on fait en dépendance pour l'hypertension artérielle, ben, ce qu'on ferait, c'est qu'on rentre les gens pour un mois à peu près dans un programme où là, on leur donne des bonnes habitudes de vie, qu'on leur explique comment bien manger, comment faire de l'exercice. Si on leur donne des médicaments, c'est pas pour trop longtemps parce que on veut qu'ils fassent sans médication. Puis une fois qu'ils sortent, ben, à ce moment-là, on regarde leur tension artérielle. Puis si une seule fois dans les 6 à 12 mois qui suivent, ils sont pas normaux tendus, mais on considère que c'est un échec. Puis, c'est un peu caricatural comme façon de voir, mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution des troubles d'usage, on a rapidement tendance à penser qu'aussitôt qu'il y a une rechute, ben, c'est un peu un échec de traitement, puis qu'en dehors de l'abstinence et puis de la rémission complète, ben, c'est une évolution qui est négative. Puis, ça fait en sorte que ça participe au découragement là, des soignants. Donc, c'est beaucoup plus constructif habituellement de le voir comme quelque chose qui dure sur le long terme et puis qui risque d'y avoir des périodes de stabilité et d'instabilité. Cette vision-là de troubles plus persistants ou chroniques est quand même aussi en lien avec le côté neurobiologique. Donc, j'ai essayé de vous résumer en 3 slides la neurobiologie des troubles d'usage, ce qui n'est pas mince à faire. Donc, il y a 3 phases. Je vous ai mis l'article de Koob et Volkov s'il y en a qui veulent aller voir plus dans le détail. Il parle donc de 3 phases. La première phase, c'est la phase un peu de binge, d'intoxication. Donc, c'est vraiment l'effet de la substance sur le cerveau. Puis, les substances qui ont un potentiel là, de donner un trouble d'usage, ben, habituellement, vont jouer sur le circuit de la récompense, puis sur ce qu'on appelle la science motivationnelle ou incentive salience en anglais, qui est un peu l'importance qu'on va donner à répéter un comportement puis à rechercher certaines choses. Donc, la substance, lorsqu'on est exposé à répétition, stimule la voie de la récompense puis vient faire en sorte qu'on va être poussé à revouloir de cette substance-là. Les principaux neurotransmetteurs là, impliqués, ça va être la dopamine au niveau des noyaux gris centraux, plus principalement là, du noyau accumbens puis de l'aire tegmentaire ventrale. Mais il y a aussi d'autres neurotransmetteurs, donc les peptides opioïdes, la sérotonine, qui vont aussi jouer un rôle. Puis, initialement, c'était beaucoup sur cet aspect-là que la toxicomanie était basée. Donc, on parlait beaucoup du renforcement positif, donc du fait que les gens consommaient parce qu'ils ont un effet agréable, positif. Puis les traitements étaient aussi en lien avec ça. Donc, si on pense par exemple à l'antabuse, là, qui est un médicament qui nous rend malade quand on prend de l'alcool, ben, c'était pour venir bloquer ce renforcement positif. J'ai dit antabuse, mais le nom commercial, c'est le disulfiram là, pour ça. Donc, les premiers traitements visaient un peu là, ce renforcement positif. La phase 2, c'est la phase de sevrage et d'affect négatif. C'est en fait qu'il y a une adaptation du cerveau. Lorsque le cerveau est exposé à la substance, mais il va avoir tendance à vouloir diminuer les changements causés par cette substance-là et générer une certaine tolérance. Donc, la substance qui est prise va faire en sorte qu'elle va avoir un moins grand impact sur l'effet justement de récompense du cerveau sur les différents neurotransmetteurs. Donc, l'effet de la substance va être diminué. Les gens vont avoir besoin soit d'en prendre plus ou vont avoir moins d'impact lorsqu'ils prennent cette substance-là. Par contre, les effets de sevrage, puis là, quand on parle de sevrage, c'est pas seulement le sevrage aigu avec les symptômes qu'il peut y avoir pour chaque substance, c'est aussi les effets de retrait là, prolongés, même après plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais les effets sur le cerveau quand on manque de la substance, eux vont demeurer inchangés. Donc, il y a un peu une perte des effets recherchés positifs, puis un maintien ou une augmentation là, des effets négatifs. Donc, au niveau des neurotransmetteurs, ce qui va être vu, c'est qu'il y a une diminution de la réponse à la dopamine, à la sérotonine.
Puis, en termes cliniques, mais ça va se traduire lorsque la personne n'a pas la substance, même si ça fait plusieurs semaines, par une certaine irritabilité, de la dysphorie, de la lexithymie, de la difficulté donc à nommer là, ses sentiments, ses émotions, puis une certaine douleur émotionnelle. Parallèlement à ça, ben, il y a une perte de motivation pour les récompenses naturelles. Donc, la personne va être plus attirée vers la substance que, par exemple, vers un souper entre amis ou vers aller faire du sport. Donc, des choses qui, auparavant, pouvaient lui amener là, un sentiment de bien-être. Cette neuroadaptation qui est vraiment en lien avec la prise de substance en soi, je ne l'ai pas traduit, là, mais c'est ce qu'ils appellent la neuroadaptation within system. Donc, c'est à l'intérieur là, de l'effet de la substance en soi. Il y a aussi une neuroadaptation qui est un peu à côté de ce système-là, qui est une augmentation en fait de tout ce qui est la réponse au stress, donc tout ce qui est par rapport au CRF là, de cortisol releasing factor, la norépinéphrine, la dynorphine, et ça génère, quand on n'a pas la substance, un état un peu de stress constant. À ce moment-là, les gens vont tranquillement, en termes comportementaux, développer un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de consommer seulement pour l'effet positif recherché que la substance leur donne, mais ils vont commencer à décrire qu'ils consomment parce que sinon ils se sentent tout le temps mal et que c'est un peu leur seule façon d'essayer de soulager là, ce sentiment de mal-être, d'affect négatif, c'est de reconsommer à ce moment-là. Petit rappel, là, quand on parle de renforcement négatif, c'est que c'est le retrait de quelque chose de désagréable qui va venir renforcer, donc augmenter un comportement. La troisième phase, qui est la phase d'anticipation et de craving, c'est la phase qui survient lorsque les gens ont une période d'abstinence et qui explique un peu la rechute, en fait. Les cravings, c'est donc une envie impérieuse là, de consommer, ne sont pas encore extrêmement bien compris au niveau neurobiologique. Là, il y a plusieurs structures du cerveau qui sont impliquées, que ce soit l'insula, que ce soit au niveau de l'amygdale, du cortex préfrontal, mais ce sont donc des envies vraiment impérieuses de consommer qui peuvent être déclenchées par des indices, donc de retourner par exemple à des endroits où on consommait, par l'exposition à la substance en soi ou à des substances qui peuvent y ressembler, qui peuvent aussi être induits par des facteurs de stress en tant que tel. Puis, normalement, les fonctions exécutives, qui est tout ce qui nous permet de planifier, d'exécuter certaines tâches, ben, vont venir contrôler notre séance motivationnelle, vont faire en sorte que peut-être que même là, si vous avez très envie de vous lever pour aller chercher un café, bien, vous êtes capable d'attendre la fin de la présentation là, pour le faire. Et chez les gens qui ont un trouble d'usage, ce qu'on remarque, bien, c'est qu'il y a une atteinte de ces fonctions exécutives et qui vont tester moins bien là, quand on font les tests de fonctions exécutives sur la prise de décision, sur la capacité à s'inhiber, à s'auto-réguler. Donc, on peut, pour cette phase-là, la résumer c'est comme s'il y avait un système Go qui nous dit Go va retourne consommer et un système stop qui vient un peu inhiber ces cravings ou ces envies là, de consommer. Et chez les gens qui ont un trouble d'usage sévère, mais souvent, le système Go va être un peu suractivé, puis le système Stop va fonctionner un petit peu moins bien. Cette troisième phase-là permet aussi d'extrapoler un peu sur pourquoi certains des patients, certains des gens qu'on voit en psychiatrie qui ont d'autres pathologies qui jouent sur leur fonction exécutive, bien, ont peut-être plus de difficultés sur le long terme à venir justement inhiber là, ces cravings, ces envies là, de consommer. Donc, ces aspects-là de la neurobiologie bien, font en sorte que la définition là, de l'addiction a tranquillement changé. Donc, c'est plus de consommer pour obtenir du plaisir, mais c'est défini plus comme une pathologie qui est chronique ou persistante, qui risque d'y avoir des périodes d'abstinence, mais aussi de rechute, et qui est recherchée par la recherche de substances, la perte de contrôle, puis l'incapacité à s'empêcher de consommer par moment.
avec l'émergence d'émotions négatives lorsque on ne consomme pas la substance. Puis cet aspect-là de renforcement négatif et puis de consommation plus compulsive, beaucoup plus que pour le plaisir, est assez clé aussi dans l'évolution des traitements des troubles d'usage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est important quand on a quelqu'un qui a un trouble d'usage devant nous de réfléchir en premier à c'est quoi l'objectif thérapeutique, c'est quoi les nôtres, c'est quoi les siens. Il y a deux grandes approches qui sont souvent décrites comme des opposés, alors qu'elles peuvent quand même être complémentaires. Donc, quand on parle d'approche basée sur l'abstinence, c'est que le but premier de l'approche, c'est de viser une réduction ou l'arrêt de la consommation. Puis, la réduction des risques ou des conséquences de la consommation, ben, c'est un avantage secondaire à l'arrêt. Mais on va mettre l'emphase sur jouer sur les quantités, sur l'arrêt de cette consommation-là. Quand on parle de réduction des méfaits, j'ai mis réduction des dommages et des risques parce que tranquillement, le langage migre vers davantage ce thème-là que les méfaits qui ont un côté un petit peu plus péjoratif. On parle de miser en premier sur la réduction des conséquences de la consommation, puis la réduction de la consommation est moins prioritaire. Donc, des fois, elle peut faire partie, c'est une façon de réduire les conséquences, mais ce n'est pas le but premier en tant que tel. Il existe des données probantes pour ces deux interventions-là. Puis, de plus en plus, ce qu'on veut, c'est qu'elles ne soient pas mutuellement exclusives. Donc, il y a des gens, la plupart des patients, en fait, vont possiblement, au cours de leur vie, avoir besoin des deux approches. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui souhaite maintenir une abstinence, que c'est sa priorité. Il y a une période de rechute, il n'est pas tout à fait prêt à retourner à une abstinence, mais veut une approche où on vise de réduire les dommages et les risques. Et dans le temps, ces besoins pourraient évoluer. Donc, idéalement, ben, comme soignant, on devrait aussi être capable de jongler entre ces deux approches. Les traitements, on pourrait en soi faire une grande présentation sur tous les traitements puis sur chaque substance. J'ai essayé de vous mettre en une slide les grands traitements pour vous faire un rappel, mais bien sûr, là, on ne les passera pas tous dans le détail. Donc, un rappel que pour la nicotine, l'alcool, les opioïdes, on a des traitements pharmacologiques spécifiques. Si on prend l'alcool, la naltrexone, c'est un des médicaments qui peut baisser un peu des cravings puis l'effet renforçateur, donc le fait de perdre un peu le contrôle puis qui peut aider les gens à diminuer leur binge de consommation, à diminuer le nombre de jours où ils consomment, puis ils ne sont pas obligés de vouloir être abstinents pour l'utiliser. L'acamprosate va venir davantage jouer sur les symptômes un peu de sevrage à long terme en ayant un effet qui ressemble au GABA puis qui calme un peu le glutamate. Puis, ces données sont principalement pour l'abstinence. Donc, c'est les deux premières lignes là, pour la naltrexone et la camprosate pour le traitement de l'alcool. Puis, au niveau des anticonvulsivants, on a le gabapentin puis le topiramate là, qui sont en deuxième ligne. En pratique, on utilise un peu plus le gabapentin en raison du profil d'effet secondaire. Au niveau de la nicotine, je vous l'ai mis, mais on ne le passera pas en détail, mais c'est bon de se rappeler là, que c'est aussi quand même une des substances là, qui cause une diminution là, de l'espérance de vie là, chez nos patients, donc à ne pas à garder quand même en tête. Au niveau des opioïdes, rappelle que maintenant, le traitement, la pierre angulaire du traitement, c'est ce qu'on appelle le TAO, qui est le traitement agoniste opioïde. Il y a eu une évolution dans les dernières années où c'est plus la méthadone qui est utilisée en première intention, c'est la buprénorphine. Puis au Canada, la buprénorphine est toujours mélangée avec de la naloxone et commercialisée sous le nom de Suboxone. Ensuite de ça, on a la méthadone et la morphine longue action 24 heures, dont le nom commercial est le Cadian. Puis, il y a aussi des données pour le TAO injectable, qui est le traitement agoniste opioïde sous forme d'injection, où il y a soit de l'héroïne ou de l'hydromorphone là, qui est fourni aux patients pour qu'ils puissent se l'injecter. Par contre, c'est très peu accessible. Au Québec, il y avait Relais Méthadone là, qui en ont eu pendant un bout de temps, qui ont dû l'arrêter pour des raisons là, de manque de personnel. Je ne pense pas qu'ils l'ont reparti, là, mais s'ils l'ont reparti, c'est un très petit nombre de patients là, qui sont capables d'avoir accès à ces traitements.
Puis ensuite de ça, il y a des interventions qui sont spécifiques au trouble d'usage, mais pas nécessairement à une substance. Donc, on parle de thérapie cognitivo-comportementale, de prévention de la rechute, la gestion des contingences, qui est donc d'utiliser certains renforçateurs pour que la personne atteigne les objectifs qu'elle s'est ciblés. L'entretien motivationnel, les groupes de soutien basés là, sur les 12 étapes comme les AA, les NA, puis différentes formes de psychothérapie, que ce soit au niveau psychodynamique, familial, de couple. Puis bien sûr, ben, de traiter les comorbidités pour lesquelles on a des traitements approuvés. Je vous ai mis également parce qu'une des grandes questions qu'on a, c'est où est-ce que la personne devrait être? Est-ce qu'elle devrait être en externe? Est-ce qu'elle devrait être à l'hôpital? Est-ce qu'elle devrait être en thérapie résidentielle? L'ASAM, qui est l'American Society of Addiction Medicine, ont plusieurs critères pour évaluer où la personne devrait avoir ses soins. Puis les dimensions, sans les passer dans le détail, peuvent aider quand on réfléchit ces cas-là. Donc, la première dimension, c'est le niveau de sevrage potentiel ou d'intoxication aiguë. Le deuxième, c'est quoi les conditions médicales, les complications possibles. Donc, quelqu'un qui serait en cirrhose décompensée a peut-être plus de chances d'avoir besoin de faire son sevrage à l'hôpital. Le troisième, c'est vraiment la condition psychiatrique. Donc, c'est quoi les complications possibles sur le plan émotionnel, comportemental, cognitif. Le numéro 4, c'est le niveau de motivation. Puis celui-là peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que si on a quelqu'un de très, très, très motivé, bien, il y a peut-être plus de chances que ça fonctionne en externe. Si on a une motivation qui est fluctuante, mais des fois, d'avoir un soutien plus intensif va aider à entretenir cette motivation-là. Mais si on a quelqu'un qui n'est pas du tout motivé, bien, ça peut créer des tensions si on lui propose quelque chose qui est trop de l'action alors qu'il n'est pas prêt. Le numéro 5, c'est le potentiel de rechute, puis de la persistance de la consommation. Donc, c'est quoi aussi un peu l'historique de la personne? Si ça fait 10 fois qu'il essaye d'arrêter en externe et puis qu'il rechute très rapidement, ben, on va peut-être penser à augmenter l'intensité. Puis l'environnement en vue du rétablissement. Donc, c'est sûr que c'est différent renvoyer quelqu'un à la rue ou dans un refuge ou le renvoyer dans une famille soutenante qui consomme pas. Quand on parle de troubles concomitants, c'est la présence donc de troubles de santé mentale et de troubles d'usage. Les deux vont souvent de pair. Donc, le fait d'avoir un trouble de santé mentale, bien, ça augmente les risques de troubles d'usage à l'alcool, de troubles d'usage aux autres drogues. Le fait d'avoir un trouble d'usage augmente aussi le risque d'avoir un trouble de santé mentale. Puis l'évolution est défavorable pour les deux conditions. Donc, c'est assez facile quand on pense aux gens qu'on voit en psychiatrie puis qui ont un trouble d'usage de voir cette évolution-là qui est négative. Mais c'est bien de se rappeler que si on demande aux gens qui travaillent en CRDM ou en médecine des toxicomanies, eux vont dire l'inverse aussi. Ils vont dire, ben, le trouble d'usage évolue moins bien quand il y a des enjeux au niveau de la santé mentale. Il y a plus de complications médicales physiques, il y a une plus grande vulnérabilité sociale, plus de chances de se retrouver sans domicile fixe. Les risques au niveau de la suicidalité et de la violence sont augmentés quand il y a la combinaison des deux. Puis en général, ben, les gens adhèrent moins au plan de soins, au traitement, puis il y a plus facilement du découragement au niveau des intervenants. Il y a toujours aussi la difficulté diagnostique, hein, donc on n'a pas de test diagnostique. L'anamnèse est très importante en psychiatrie, mais il y a aussi certaines limites parce que des fois les gens on va avoir de la misère à avoir un historique là, précis. Les substances peuvent induire la majorité des troubles au niveau psychiatrique. Il y a plusieurs présentations possibles, que ce soit au niveau de la culture, des autres conditions médicales, des différentes comorbidités. Il y a souvent une évolution qui est nécessaire pour avoir un diagnostic. Puis, comme les gens ont un trouble concomitant ont des fois plus de difficultés à adhérer au suivi, bien, c'est pas toujours facile d'avoir cette évolution. Donc, on peut penser, entre autres, là, à la psychose induite qui peut évoluer là, vers des troubles psychotiques. Un rappel aussi qu'au niveau des pratiques, il y a une différence dans les dernières années. C'est que historiquement, les services de dépendance travaillaient de leur côté, les services de santé mentale de l'autre. Puis, on mettait beaucoup l'emphase sur savoir ben, c'est quoi le problème principal pour savoir où la personne devrait être suivie. Est-ce que c'est un trouble induit et puis on l'envoie
plus dans le réseau de la dépendance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une schizophrénie ou une maladie bipolaire avec un trouble d'usage? Et puis à ce moment-là, c'est plus en psychiatrie. Tranquillement, il y a la vision que d'un côté comme de l'autre, devrait y avoir personne qui fait uniquement de la santé mentale et pas de toxicomanie, ou uniquement de la toxicomanie et pas de santé mentale, avec, pour des cas plus complexes, des équipes qui sont complètement intégrées. Donc, les deux premiers carrés, qui sont donc uniquement un des deux traitements, ben, devraient tendre à disparaître. Si on revient à nos cas cliniques, donc le monsieur dans la trentaine qui prend de l'alcool, des méthamphétamines, qui a plusieurs séjours en prison pour des vols, troubles schizoaffectifs s'induit, je vous ai mis des questions assez simples qu'on peut se poser pour réfléchir les impasses. Donc, quand on a un cas où la personne par exemple, si on prend le premier cas clinique, puis on imagine que la personne est sous TAC, ben, la première chose qu'on va évaluer, ben, c'est quoi le risque de dangerosité, c'est quoi qu'il a eu dans le passé, c'est quoi le risque s'il est décompensé au niveau de la santé mentale pour la population. Puis ça va faire en sorte qu'il y a certains patients qui ont ce profil-là qui vont se retrouver en détention, puis d'autres où on va juger que le risque est moins grand et puis qui vont être, par exemple, libérés là, avec sous modalité ou libérés là, complètement. L'autre point qui est important quand on est face à ce genre de situation, c'est de se poser, ben, qu'est-ce que je traite? Est-ce que c'est la situation aiguë ou c'est la situation plus chronique? Donc, est-ce qu'on est que la personne est en décompensation aiguë aux soins intensifs et puis là, ben, on met l'emphase là-dessus. Puis, si on est plus dans un problème chronique, ben, c'est important de penser aussi à des pistes de solutions qui vont être plus sur le long terme et c'est relativement peu probable qu'une intervention de quelques minutes change là, directement, drastiquement l'état de la personne. Ensuite de ça, on va se poser la question, mais c'est quoi les données probantes? Donc, est-ce que la personne, par exemple, qui a un trouble d'usage d'alcool, a eu accès au traitement pour ce trouble d'usage? Ça paraît simple à dire, mais la plupart du temps, quand les gens ont des enjeux comportementaux assez importants, on dirait que ça vient mettre un X sur notre cerveau, puis qu'on arrête de penser à ces données probantes-là. Donc, une des stratégies, c'est de se dire, ben, si j'étais à un examen, puis qu'on mettait ce cas-là là, sur papier, ben, qu'est-ce que je répondrais, qu'est-ce que je ferais? Puis après ça, ben, de se poser la question, ben, selon les stades du changement de la personne, est-ce que je suis capable ou non de lui offrir ce que les données probantes me disent, puis est-ce qu'il va y avoir de la résistance ou pas au changement? Je vous mets pour le TAC, la judiciarisation, certaines spécificités. Le TAC ou le côté judiciaire, ben, ça donne une forme de cadre externe auquel le patient va adhérer plus ou moins. Donc, de bien rappeler ce cadre-là va être utile, mais le risque qu'on a, notamment au niveau de la santé mentale, c'est que des fois, le cadre externe va faire en sorte que le patient a tendance à se déresponsabiliser. Donc, par exemple, ses conditions du TAC, c'est qu'il ne consomme pas. Aussitôt qu'il consomme, il rentre à l'hôpital, mais fonctionner, n'était pas complètement décompensé en externe, n'a pas eu de troubles de comportement majeurs. Ben, la personne, le réflexe qu'on entend le plus souvent, c'est qu'il va dire, ben, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute du TAC, et puis à rejeter complètement sa responsabilité. Donc, il faut réfléchir quand on fait le plan de traitement avec ces patients-là, à comment, malgré ce cadre externe-là, les responsabiliser. Puis, en même temps d'avoir ça, ben, comment est-ce qu'on peut redonner un certain pouvoir, même s'il y a ces contraintes-là externes. Donc, comment est-ce qu'on peut impliquer quand même le patient malgré un cadre très strict. Puis souvent, ça va être utile ben, de trianguler avec le TAC ou le processus judiciaire et puis ben, d'expliquer que ce n'est pas nécessairement nous qui avons souhaité qu'il se retrouve sous TAC ou avec des contraintes judiciaires, puis que là, on est pris un peu dans la même situation que lui, de devoir naviguer avec ce cadre externe-là. Le côté motivationnel, puis la patience, pourquoi je l'ai mis, c'est que dans les cas plus extrêmes où la personne se retrouve soit en détention, soit avec des contraintes qui imposent, par exemple, quelque chose au niveau du trouble d'usage pour lequel il n'est pas prêt. Donc, quelqu'un qui serait en pré-contemplation et puis qu'on juge que c'est trop dangereux de prendre le risque qu'il consomme même une toute petite quantité de substance,
ben, il va se retrouver par la force des choses obligé de rester abstinent en détention. Et c'est certain que comme c'est pas en phase avec le stade de changement dans lequel il est, il va y avoir de la résistance et ça risque de prendre du temps parce qu'on essaye de forcer ce changement-là. Puis par définition, quand on impose des choses à quelqu'un qui n'est pas prêt au changement, ben, ça génère de la résistance. Et une des choses qui est le plus aidante, même si ça ne règle pas la problématique, ben, c'est d'être conscient à ce moment-là que ça va prendre un certain temps et qu'il va falloir être patient. La gestion de la dangerosité ben, peut être individualisée. Donc, il y a quand même beaucoup de situations où les gens qui ont un trouble d'usage et un trouble psychotique vont quand même se retrouver avec des modalités de sortie. Puis là, il faut déterminer avec la personne, ben, c'est quoi qui ferait qu'on considère qu'il y a de la dangerosité, que ce soit au niveau de la consommation ou au niveau des enjeux de santé mentale. Puis de se poser la question, ben, c'est quoi qu'on tolère et qu'on ne peut pas tolérer pour gérer cette dangerosité-là en termes de consommation. Parce que quelqu'un pareil qui est en pré-contemplation, qui est à l'extérieur de l'hôpital, ben, les chances qu'il soit abstinent juste parce qu'il y a une condition qui lui dit de le faire sont assez faibles. Donc, des fois, ça va être plus gagnant, mais de réfléchir, mais c'est quoi qui peut être tolérable ou pas comme consommation, puis de mettre ces balises-là. Parce que quelqu'un qui dit je vais consommer, mais pas beaucoup, ben, c'est très difficile à mesurer. Donc, d'aller vraiment dans le détail de c'est quoi les quantités de substances, c'est quelle substance. Des fois, une substance va être beaucoup plus associée avec la dangerosité qu'une autre pour vraiment faire un plan le plus clair possible avec lui. Optimiser les traitements possibles. Donc, des gens qui se retrouvent avec des conséquences légales, une des choses qu'on voit souvent, c'est la personne est en externe, consomme activement, devient beaucoup moins bien au niveau de sa psychose, est hospitalisée, assez rapidement se stabilise ou revient à son niveau de base. Puis on se dit, ben là, le problème, c'est le trouble d'usage qui fait décompenser, mais la personne, ça fait plusieurs fois qu'on l'envoie en thérapie, elle fugue de la thérapie. Ça peut valoir la peine à ce moment-là de quand même réfléchir à la possibilité d'essayer de stabiliser un peu plus son enjeu de santé mentale, puis de réfléchir avec le patient sur, ben, si quand tu sors, tu sens qu'il faut que tu reconsommes, il faut peut-être protéger davantage ton cerveau, est-ce qu'on pense à combiner de la médication? Est-ce qu'on pense à la clozapine? Est-ce qu'on pense au lithium? Puis d'intégrer le patient que selon les choix que lui souhaite faire, puis si on juge que c'est sécuritaire, ben, de traiter plus agressivement sa condition de santé mentale va peut-être l'aider à ce que ça soit un plan qui reste réaliste. Donc, d'impliquer le patient le plus possible dans ses choix, même à l'intérieur de ce cadre qui est assez strict. Je vous ai remis là, les mêmes 4 questions, puis pour retraduire un peu ce que je vous ai mentionné, bien, en fait, ça aide tout le temps de se poser la question, bien, c'est quoi le rôle, c'est quoi mon plan au niveau de la santé mentale? Puis quand on fait ça, souvent, on va dire, bien, le problème, c'est qu'il consomme. Mais de se dire, bien, si je travaillais en dépendance, puis que je devais faire un plan pour la toxicomanie, qu'est-ce que je ferais selon le stade du changement, selon les données probantes? Puis, de se forcer à faire ça, ça évite qu'on fasse juste dire le problème est dans la cour du voisin, ce qui est ce qui fait rarement avancer là, les dossiers d'impasse. Puis une fois qu'on s'est fait une idée selon nos connaissances, selon ce qu'on sait, selon notre niveau de formation d'habilité, bien là, on peut se poser la question comment je peux essayer d'intégrer les deux plans, puis c'est où qu'il y a des choses qui accrochent. Donc, c'est comme ça qu'on va se rendre compte de si, par exemple, au niveau de la toxicomanie, notre plan serait davantage de responsabiliser la personne, d'aller vers une approche de réduction des méfaits, mais qu'en raison de la pathologie, de la santé mentale, la dangerosité est trop grande, bien, on sait qu'il y a quelque chose qui va accrocher, puis c'est moins souffrant quand on l'a vu venir à ce moment-là. Donc, de revoir, bien, c'est quoi ces objectifs-là, puis c'est quoi qui est réaliste à court, moyen, long terme. Je parle en même temps pour ce profil de patient-là de l'antisocialité. Donc, sans rentrer dans le détail, je vous mets quelques trucs quand on a des patients qui ont des comportements antisociaux et des troubles d'usage. Première chose, c'est d'essayer de faire la distinction entre c'est quoi les comportements puis le trouble de personnalité antisociale. Donc, on voit quand même plusieurs patients qui développent des comportements antisociaux en lien avec leur trouble d'usage, que quand on fait leur historique, ben, jusqu'à 25 ans avant qu'ils commencent à consommer de la cocaïne, par exemple, il y avait rien qui faisait penser à de l'antisocialité. Et puis, avec la cocaïne, les besoins d'argent plus grands,
il y a des comportements antisociaux là, qui sont ressortis. Puis ça aide, entre autres, en se disant que c'est aussi possible quand il n'y a pas de trouble de personnalité antisociale en traitant le trouble d'usage, ces comportements-là disparaissent. Les gens qui ont plus un mode relationnel antisocial, un des aspects qu'il y a, c'est que souvent leur interaction va être sur un mode transactionnel. On va avoir tendance à se sentir utilisé, puis souvent on réagit négativement à ça, puis on réagit en laissant savoir de façon directe ou indirecte que c'est pas correct de faire ça, ce qui génère une certaine résistance. Donc, de base, quand on a quelqu'un dans nous qui a cette personnalité antisociale, de se dire que les gains secondaires vont peut-être faire partie de la relation, puis de se poser la question, comment on peut les utiliser, c'est lesquels qu'on est prêt à accepter ou pas accepter. Ça permet de réfléchir à ça va être quoi notre cadre, puis de le présenter en trouvant un juste milieu entre la position d'autorité ou si on prend trop le rôle un peu tyrannique de c'est comme ça que ça se passe et rien d'autre, des fois on va générer une résistance où la personne a tendance à contester l'autorité. Puis si à l'inverse, on a l'air des fois trop niaiseux ou trop la position basse, des fois on active un peu le côté c'est une victime potentielle, je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Puis ce qui va aider à faire ça, souvent, c'est de faire très, très attention à tout ce que la personne pourrait percevoir comme irrespectueux ou percevoir comme jugeant. Puis quand ces patients-là, ils sentent qu'on les respecte, on peut se permettre par la suite d'être extrêmement direct dans les échanges. Puis c'est un peu leur mode de discussion. Donc, on peut mettre de côté certaines fleuritures, certains enrobages, et puis leur dire assez directement mais on peut faire ça et pas ça, puis de mettre les limites très clairement, mais il faut qu'ils sentent qu'on les respecte. De présenter les choses en le tournant vers leurs besoins, ça va aider. Donc, je donne un exemple. Je me rappelle d'un patient qui avait déjà, dans un autre établissement, menacé du personnel infirmier. Le réflexe des fois, ça va être de dire, ça ne sera pas toléré ici, on ne peut pas accepter ça, puis de montrer les pancartes, aucune violence là, ne sera tolérée. Ça va des fois être plus gagnant de dire la même chose en le tournant vers le besoin du patient, de dire, par exemple, je sais que c'est arrivé dans le passé que tu te fâches et puis que ça amène même à ce que tu menaces le personnel. Je voudrais pas que tu te retrouves avec des plaintes, avec des accusations criminelles. Donc, si tu te sens pas capable de le gérer, parle-moi-en, puis on regardera pour faire un suivi en externe plutôt qu'à l'hôpital. Donc, ça peut être des variations là, sur ce terme-là, mais de vraiment le présenter vers les intérêts du patient. J'essaie de passer le deuxième cas rapidement en 5 minutes. Donc, le deuxième cas là, qui est la dame de 26 ans qui est plutôt une patiente un peu grise, un mélange de troubles de personnalité, de troubles d'usage et de troubles psychotiques dont on ne sait pas trop la nature. On peut refaire la même réflexion au niveau de la dangerosité, de la situation aiguë, est-ce quelque chose qui perdure? Puis, dans cette portion-là, ça vaut vraiment la peine pour la situation qui perdure de se poser la question, ça fait combien de temps qu'elle fait la porte tournante comme ça? Est-ce que c'est quelque chose d'aigu ou si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et de se rappeler en termes de données probantes que les gens qui ont des troubles psychotiques induits, il y en a quand même un bon pourcentage qui éventuellement vont se chroniciser. Le cannabis, c'est 50 les stimulants, c'est plus autour de 25 puis de regarder au niveau du stade du changement. Souvent, ce profil de patients-là vont être un peu en pré-contemplation, puis on a tendance à vouloir être nous-mêmes clivants. Donc, rapidement de se dire, c'est un TU le problème, c'est un TP ou c'est un trouble psychotique. Puis, il faut se parler pour tolérer là, cette zone de gris, puis de savoir que ça se peut qu'au départ, on ait beaucoup de misère là, à clarifier ce diagnostic-là. Se rappeler là, des taux de conversion des deux sens, c'est-à-dire que oui, il y a des chances qu'elle développe un trouble psychotique, mais il y a aussi des chances qu'elle ne le développe pas. Puis, de se rappeler que de traiter une des trois conditions va aider les autres, peu importe c'est laquelle qui est la plus centrale. Et puis, on a souvent tendance pour ces patients-là, en fait, à traiter aucun des trois troubles parce qu'on n'est pas sûr de par lequel le prendre. Puis de savoir que c'est possible de combiner les approches, donc de se dire, j'ai l'impression qu'elle est en train de se chroniciser au niveau des symptômes psychotiques.
je vais traiter la psychose, mais de ne pas oublier qu'il y a les enjeux de troubles d'usage, de troubles de personnalité. Souvent, c'est difficile de les accrocher, ces patients-là, donc ça vaut la peine de trouver un angle qui va permettre d'être attrayant. Des fois, c'est le traitement psychiatrique, des fois, c'est plus le traitement du trouble d'usage. Donc, dans la vignette, apprenez des opioïdes. Est-ce que c'est plus avec la buprenorphine qu'on va l'accrocher? Des fois, c'est le traitement médical, des complications, que ce soit le VIH, les hépatites. Des fois, c'est plus les interventions psychosociales, de l'aide au budget, du case management, de l'hébergement. Des fois, c'est certains incitatifs. Donc, quelqu'un qui est sous fiducie, on va des fois leur proposer, ben, quand tu viens chercher ta fiducie, si tu veux, on garde un 100 et puis quand tu viens voir ton intervenant, c'est ton argent à toi, mais on te le donne à ce moment-là. Puis de voir les plans comme des plans à moyen long terme plutôt que comme des plans aigus en utilisant ce que moi j'appelle un cadre en entonnoir. Dr. Chanu, qui était chez vous pendant longtemps, utilisait plus le cadre élastique. Donc, c'est de se dire, on va tolérer d'avoir un cadre plus lousse initialement pour accrocher le patient à la clinique externe. Puis, une fois qu'on arrive à l'accrocher, on resserre petit à petit le cadre pour se rapprocher de ce qu'on fait habituellement. Puis, dans ces concepts-là, quand on fait les plans avec les patients, mais ça vaut vraiment la peine de leur présenter le menu des options, puis de leur dire, bien, initialement, OK, tu veux pas d'antipsychotique, tu veux pas de fiducie, tu veux pas d'hospitalisation, tu veux pas de démarche pour l'hébergement. On essaye avec ce que tu souhaites. Puis si on voit que ça marche pas, bien, ça serait quoi le prochain ingrédient qu'on rajouterait? Puis d'essayer de déterminer ça d'avance avec le patient pour que quand on arrive, bien, qu'on puisse lui dire, ben moi, je ne refais pas une hospitalisation, par exemple, sans plan, à moins qu'on rajoute un de ces ingrédients-là, ce qui nous permet d'avancer graduellement plutôt que d'avoir toujours l'impression de refaire la même chose en urgence quand la personne arrive. Je vous les rappelle, je peux les passer. Je pense que le temps, je veux qu'on ait le temps d'avoir vos questions, donc je vais sauter la fin pour avoir vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup, Dr. Dubreuil, pour cette excellente présentation. J'ai de la misère à le rendre au début, mais pour avoir aussi accepté de relever ce mandat complexe que ça représentait que d'intégrer l'ensemble de ces éléments-là dans une présentation. Merci des partages. J'ouvrirai les questions à tout le monde dans la salle dans un premier temps. Dans le trouble d'usage aux stimulants et TDAH concomitant, quel est le meilleur traitement à votre avis pour le TDAH? Certains patients m'ont rapporté que le Vivance leur donnait envie de consommer du speed. Est-ce votre expérience? Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, merci. Donc, TDAH et les troubles d'usage aux stimulants, c'est comme la grande question, là. Donc, si on prend les recommandations du CADRA, ils vont dire que dans un monde idéal, on devrait attendre que la personne soit abstinente pendant 3 mois avant de penser le traiter, mais ils ouvrent la porte qu'on pourrait le faire autrement. Le vivant, c'est une des molécules qui est en ce moment à l'étude en termes des TU, speed, cocaïne, avec des données mi-figue, mi-raisin pour là. C'est vrai qu'il y a des patients qui vont dire je prends du Vivance puis j'ai l'impression que ça augmente le goût, mais il y en a d'autres qui vont dire je prends du Vivance puis je suis capable de ne pas consommer. Donc, je pense qu'il y a encore besoin d'un peu plus d'études de ce côté-là. Euh, L'idée, quand même, quand on décide de faire ça, je dirais, c'est d'y aller par étapes. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'intervention pour un trouble d'usage de la cocaïne, ben, la première chose qu'on fera, même si un TDAH, c'est peut-être pas lui mettre un psychostimulant, ça va être d'aller avec les approches psychosociales. Quelqu'un, par contre, que ça fait plusieurs interventions qu'il fait, plusieurs thérapies, qu'on se retrouve vraiment dans une impasse, ben là, on peut se poser la question de dire, ben, il n'y a pas de traitement approuvé. Est-ce qu'on est rendu à faire quelque chose qui n'est pas approuvé? Puis de vraiment individualiser à ce moment-là, de peser les pour, les contre. Puis si on décide de le faire, de mettre en garde le patient que ben, c'est quelque chose qui n'est pas approuvé. Puis deux, qu'il faut qu'on mesure c'est quoi les bienfaits et les inconvénients. Donc, moi, je suis très transparent avec les patients, puis ça permet de dire, ben, il faut qu'on mesure si dans 2 mois, 3 mois, il y a plus de positifs que de négatifs. J'ai pas de données scientifiques sur le fait de faire ça, mais j'ai l'impression que des fois, ça fait en sorte que quand on leur prescrit, c'est peut-être pas la molécule qui a un gros impact, mais tout ce cadre-là qui est mis en place, puis que ça fait qu'eux retrouvent un gain de motivation où ils veulent démontrer que ça fonctionne. Puis ça permet qu'on n'a pas on n'est pas pris après ça avec la prescription, où souvent les patients qui ont ça, si on fait juste leur dire c'est seulement pour traiter ton TDAH, ben, ils revendiquent à vie après ça, ce traitement-là, puis on est un peu pris pour ça. Puis pour vous dire, normalement, là, devrait notamment pour les méthamphétamines, avoir un essai là, qui devrait commencer en canadien, dont le CHUM participe
haute dose, en fait, de vivance pour les patients qui prennent des troubles d'usage. L'idée étant de se dire, ben, si on le fait plus pour traiter le trouble d'usage, ben, ça devrait être un peu le même principe que la méthadone. Tu sais, la méthadone, si on donne des doses de douleur à des gens qui ont un trouble d'usage, c'est pas efficace. Il faut donner des doses plus fortes. Donc, c'est une des hypothèses pour ça, mais ça, on va le savoir dans les prochaines années. J'en profiterai pour poser moi aussi une question. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou de questions sur comment impliquer les proches auprès de ces usagers qui ont disons, qui sont en impasse et qui ont cette comorbidité entre psychose, trouble psychotique induit, trouble d'usage, puis alors que surtout quand que le patient se retrouve surtout en précontemplation et les proches dans des étapes plus de changement? Oui, ben, ça vaut c'est bien d'impliquer les proches. Puis moi, souvent, bon, j'ai un petit billet où je les vois souvent plus tard. Donc, souvent, moi, les proches sont déjà à l'étape du découragement et plus à l'étape de moins vouloir être impliqués pour ça. Euh, je dirais, moi, j'ai beaucoup tendance à reprendre ce que Dr Berthelli faisait pour les troubles de personnalité avec la gestion de la dangerosité, puis de l'adapter un peu aux troubles d'usage. Donc, de mettre l'emphase sur le fait qu'il n'y a personne qui peut empêcher la personne d'avoir ce comportement-là, puis que le fait de consommer, il y a des risques, de nommer ces risques-là, dont les risques de surdose, puis que c'est quoi la responsabilité de chacun, puis c'est quoi la responsabilité du patient là-dedans. Puis souvent, c'est très bien accueilli par les familles parce que c'est ce qu'ils vivent. Eux, le patient est rendu à 21 ans, ça fait 6 ans qu'ils essayent de le contrôler puis que ça marche pas. Puis ils aimeraient beaucoup que ce soit nous qui prenions la relève puis qu'on le contrôle. Mais quand on leur dit que c'est pas possible, puis qu'on leur dit qu'on est conscient de ces risques que là, puis c'est quoi qu'on peut faire pour les limiter, la plupart du temps, ils trouvent ça quand même rassurant. Puis c'est quand même un risque qui est réel. Ça arrive, des gens qui font des surdoses. Donc, je pense que c'est important là, de le dévoiler pour ça, tout en mentionnant que, ben justement, eux aussi, de peut-être pas avoir une vision aiguë, puis que c'est dans les 2 semaines qui viennent qu'il faut que ça change, puis une vision un peu plus sur le moyen terme. Puis l'autre grande chose souvent qu'on va discuter, ben, c'est la gestion des limites, de c'est quoi leurs limites à eux. Moi, j'ai tendance à éviter de leur imposer, nous, les limites, donc, mais de le discuter, de le mettre sur la table, puis de les inviter à réfléchir en premier avec le patient, ben, c'est quoi qui est tolérable, pas tolérable pour eux, puis qu'après ça, on puisse intervenir avec eux. Top à max, quelques études pour abstinence, trouble d'usage cocaïne selon UpToDate. Avez-vous un avis à ce sujet? Oui, donc ben, c'est quand même des données assez limitées, là, donc ça prolonge légèrement la durée de l'abstinence, mais c'est pas énorme. Ça arrive qu'on l'utilise. Je dirais que les fois où je l'ai utilisé, la plupart du temps, c'est les patients qui prenaient de l'alcool et de la cocaïne, parce qu'il y a des données pour les deux. Puis, c'est arrivé quelques fois. En fait, souvent, le problème, c'est quand on commence à parler des effets secondaires du médicament, puis que les données sont pas, que c'est pas une pilule miracle, les patients sont moins intéressés à ce moment-là de l'essayer. Euh, si c'est essayé, je pense qu'il faut le faire dans un plan où, comme ça peut aider à justement prolonger un petit peu l'abstinence, ben, c'est quoi le plan pour atteindre cette abstinence-là en même temps qu'on le part. Puis l'autre gros enjeu du topiramate, ben, c'est que ça prend plusieurs semaines à partir si on veut que les gens le tolèrent. Puis ben, ils ont le temps de rechuter avant qu'on soit rendu aux doses plus élevées. Mais oui, il y a un petit peu de données pour le topiramate. Puis est-ce que la même chose s'appliquerait pour le Revia? Il n'y a pas de données à ma connaissance là, pour le Revia, pour le trouble d'usage à la cocaïne pour ça. Quelle est votre opinion par rapport à l'ajout dans des demandes d'ordonnance de traitement et ou d'hébergement, les possibilités de thérapie interne? C'est c'est assez rare qu'on le fasse, mais c'est arrivé dans quelques cas qu'on le fasse. Mes collègues de premier épisode psychotique le font beaucoup plus régulièrement avec un meilleur taux de succès, je dirais. Euh, le, le- Ben, la façon de le vendre habituellement en cours, c'est de le présenter comme que la thérapie va stabiliser le trouble d'usage et donc stabiliser le trouble pour lequel on va chercher l'autorisation de soins. Parce que quelqu'un qui a aucun autre trouble psychiatrique, uniquement un trouble d'usage, ça sera pas accepté là, en soi. L'enjeu qu'on a, c'est que si on a un patient
qui est déjà sous contrainte judiciaire, qui ne respecte pas tellement ses contraintes judiciaires, qui rue dans les brancards quand on lui impose quelque chose, ben, on va avoir l'ordonnance, mais elle ne sera pas applicable parce que il va arriver là-bas, il va soit vendre un peu de drogue, soit dire qu'il va frapper le voisin, puis puis il va se faire expulser tout de suite. Donc, mais il y a d'autres patients où le poids de l'autorisation de soins, juste le fait d'avoir l'autorisation de soins, ils disent, ah, le juge a dit oui, donc je le fais. Puis avec ces patients-là, il y a probablement davantage une place. Donc, c'est un peu du cas par cas. On a, il n'y a pas de données tant que ça. Puis juste de garder en tête, d'un point de vue scientifique, je fais les autorisations de soins, là, je sais pas, mais d'un point de vue scientifique, même les données probantes sur les autorisations de soins, même pour les enjeux de santé mentale, ne sont pas à tout casser, là. Donc, On a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à ça. Puis, est-ce que vous avez un cadre quant à l'assiduité demandée aux usagers pour le suivi en clinique externe? Comment est-ce que vous gérez des fois l'absentéisme qui peut être plutôt important? donc, je dirais que ça dépend un peu. Donc, on a une diversité très grande là, de patients. On a des patients qu'on a parce qu'ils ont déjà essayé des services en psychiatrie, en dépendance, qui ont eu plusieurs échecs, et puis que ce qu'on leur offre, c'est un suivi plus intensif, intégré. Puis ces patients-là, on va être un peu plus strict, je dirais, sur les taux de présence. On a d'autres patients qu'on reçoit où je dirais que c'est plus le système qui veut qu'on prenne que le patient. Donc, il fait souffrir le système parce qu'il est toujours à l'urgence, parce qu'il est là. Puis, cela, on va avoir, c'est avec eux qu'on utilise le cadre plus en noir, où on va se dire, mais même s'il manque plusieurs rendez-vous, si on arrive à l'accrocher, c'est mieux qu'ils viennent à la clinique externe que 4 fois par semaine à l'urgence. Puis ces patients-là, on va se donner souvent un 6 mois pour essayer de les accrocher avant de tirer la plug. Même s'il manque beaucoup de rendez-vous. Puis on va essayer de s'assurer que le rendez-vous se rende. Parce que ces patients-là, des fois, souvent, ils n'ont pas de téléphone. Donc, on fait un plan avec l'infirmière de liaison à l'urgence. On va des fois passer par leur pharmacie, certains organismes communautaires. Puis on va essayer aussi, avec nos professionnels qui prennent ces patients-là ont un plus petit caseload, là. Mais donc, un patient qui arrive à l'urgence, qui a congé, ben, si on lui donne un rendez-vous dans 4 semaines, c'est sûr que ça ne marchera pas, ce profil-là. Donc, des fois, ils vont avoir congé de l'urgence, puis ils vont même monter directement à l'étage, voir leur professionnel désigné pour qu'ils prennent l'habitude, justement, là, de venir au rendez-vous. Puis, dans les études, là, quand ils regardent notamment les études de prévention de la rechute, tout ça, là, ils considéraient que 50% de présence, c'était quand même bien, juste pour avoir ce profil-là. On regarde vraiment le ratio risque-bénéfice, puis on va regarder comment est-ce qu'il en abuse. Est-ce qu'il prend 1 mois de médication en 2 jours, puis à ce moment-là, ben, même s'il est plus stable au niveau de l'alcool, on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est grâce à son gabapentin ou pas, ou est-ce que c'est des petits mésusages où, par exemple, ben, il en garde un par jour et puis une fois à la fin de semaine, il en prend un peu plus. Donc, le niveau de tolérance va être un petit peu différent selon c'est quoi les risques de ce qu'il fait. Puis même quelqu'un qui a tendance à en abuser, si on a un indice que ça marche, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va resserrer le cadre autour de la prescription plutôt que juste l'arrêter directement. Donc, est-ce qu'on va le faire aller tous les jours à la pharmacie ou 2 jours pour diminuer ce risque-là puis garder le bienfait? Puis ce qui est important, c'est d'en discuter là, avec lui, puis de le discuter euh, en mettant l'emphase sur la sécurité pour lui et pas sur c'est pas gentil ce que tu as fait et puis c'est très mal parce que là, après ça, il arrête juste de nous le dire. Là, donc, pour ça. C'est arrivé dans certains cas qu'il fallait qu'on l'arrête, qu'on l'arrête pour là. J'en profite, Dr. Duval, comme il reste une minute. Avez-vous déjà eu des familles qui vous ont demandé d'aller chercher des ordonnances de traitement pour principalement le trouble d'usage quand les gens ont peu de symptômes positifs de la psychose active ou se conforment quand même globalement à la prise d'antipsychotiques, mais se retrouvent à consommer, à se retrouver des fois dans des grandes instabilités? Euh, Plus en fait pour le profil trouble de personnalité, trouble d'usage que pour le profil avec de la psychose. Euh, donc ça, oui, ça arrive là, qu'on ait euh, des familles qui...
Espère que ça aide. Ben, soit des autorisations, soit qui vont dire, ben là, s'il fait une rechute, je vais poursuivre le CHUM ou beaucoup de pression, là. Mais je dirais qu'il y a, bon, ça part à la base quand même d'une idée bienveillante là, envers le patient. Fait qu'il faut être patient nous-mêmes pour répéter le côté psychoéducation. Puis souvent, ce qui va aider, c'est que ben justement, leur vécu souvent, c'est que les gens de l'urgence leur ont dit ça parce que c'est là que le patient est. Ils envoient le dossier au CRD, mais là, le patient ne se présente pas, le dossier est fermé. Là. Donc, souvent, ce qui va régler ces situations-là, c'est que comme on reste dans le dossier et qu'on est un peu plus patient initialement dans les premiers mois, ben, ça descend un petit peu les défenses là, de la famille qui a l'impression qu'on veut juste se débarrasser d'eux. Puis souvent, après les premiers mois de suivi, ça descend. Je dirais que la majorité du temps avec la psychoéducation, puis en prenant le temps, puis en mettant ces familles-là, la plupart du temps, ils ont parlé à quelqu'un une fois à l'urgence qui leur a dit quelque chose du genre, ben là, le psychiatre l'a évalué, il a considéré qu'il n'était pas dangereux, fait qu'il a congé. Puis là, il capote parce que ben, c'est pas vrai que c'est pas dangereux. C'est pas en lien avec son état mental pour là. Donc, il arrive souvent avec ce côté-là de vécu, puis d'avoir eu l'impression de ne pas avoir été entendu. Donc, quand on met sur la table qu'on est conscient que c'est dangereux, puis qu'il y a des risques, puis que c'est des limites de ce qu'on peut faire pour moduler ce risque-là, ça se passe relativement bien. Donc, passez un bon mardi à tous, passez une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.